Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Né le 9 octobre 1906 à Joal au Sénégal et mort le 20 décembre 2001 à Verson en France, un poète, écrivain, homme politique sénégalais, premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a également été ministre en France avant l'indépendance de son pays. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies pour ses partisans ou du néocolonialisme français en Afrique pour ses détracteurs. Fait d'actualité, le 15e sommet de la francophonie va se tenir dans son pays. Lui, c'est Léopold Sédar Senghor. C'est la référence ou la valeur, l'icône derrière nous au cours de ce premier débat panafricain sur la chaîne panafricaine. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Première direction de cette émission, le menu. C'est tout de suite avec Aboubacar. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute première édition du débat panafricain sur votre chaîne de télévision panafricaine. Au menu ce dimanche, quel bilan faut-il faire du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à RDC du 12 au 14 octobre dernier? Entre les résolutions prises par l'Organisation internationale de la francophonie, entre autres, l'engagement à soutenir l'Afrique afin qu'elle soit plus présente dans les organes de décision à l'instar du Conseil de sécurité de l'ONU et la résolution des crises comme celle du Mali et du Nord Kivu et les intérêts politiques et économiques de la France dans cette même Afrique, vers quel côté pèsera la balance? Voilà une question assez épineuse inscrite ce dimanche au cœur du débat, alors que la grande messe francophone s'est donné rendez-vous pour être célébrée à Dakar dans 2 ans. Qui a tué Thomas Sankara? Voilà une question qui se pose 25 ans après la mort du président burkinabé, considéré par le pouvoir de Paris en 16 heures comme un élément dangereux, alors qu'il voulait le bien-être des Africains. Et parce qu'on parle du bien-être des Africains, une question demeure centrale ces derniers jours sur la place africaine et mondiale. La question qui est en train d'orchestrer la déstabilisation en coulisses des États de l'Afrique centrale. L'arme que tient cette personne, le concept de bien mal acquis. Les personnes visées, les chefs d'État d'Afrique centrale, sur ce dossier, la Guinée équatoriale a décidé de prendre les devants et de saisir les tribunaux. Monsieur Lebecq, président de Transparency International, convoqué par un juge d'instruction parisien sur la base d'une plainte pour diffamation contre l'État de Guinée équatoriale, a répondu aux abonnés absents. Est-ce un mépris de la justice française ou une fuite en avant? Le débat est ouvert. Toujours dans ce débat, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui soulève après son agression la solidarité de tout le peuple mauritanien. Madame Konzana Zouma qui rentre en fonction à l'Union africaine. Aux États-Unis d'Amérique, les face-à-face se succèdent mais ne se ressemblent pas en prélude au scrutin présidentiel de novembre prochain. Le dernier tour aura lieu demain lundi 22 octobre. Celui de mardi 16 octobre dernier a montré à Barack Obama plus que jamais déterminé à se succéder à lui-même. Ce dimanche, comme chaque dimanche, le débat panafricain vous propose une icône, valeur africaine à découvrir. Place au débat, à dimanche prochain. À dimanche prochain, Aboubacar. Alors, place au débat. Place d'abord à l'accueil des invités. Abanda Kwama, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation et bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Alors, derrière vous, derrière nous, nous avons... il a d'ailleurs servi de plateforme de notre introduction, Léopold Sédar Senghor. Universel, africain, sénégalais, français,
Vous le placez de quel côté? Ben, je pense qu'il était africain dès lors qu'il est né en Afrique. Sa culture, en revanche, a fait de lui un francophile et certainement l'étalon de la francophonie. Et donc, le choix d'ailleurs... L'étalon de la francophonie. Ouais, le choix d'ailleurs qui a été le sien, c'est-à-dire de passer le restant de ses jours après son départ volontaire de la présidence du Sénégal. Il s'est installé au centre de la France et c'est d'ailleurs là-bas qu'il est mort. Donc, il a été les deux. Il a été un poète, il a été un Africain, il a été un Français. Il avait d'ailleurs la nationalité française. Il a été membre du gouvernement français avant les indépendances des colonies françaises en Afrique. Je pense que c'est un personnage, pour beaucoup de ceux qui ont milité pour l'indépendance totale de l'Afrique, c'est un personnage trouble. C'est un personnage trouble. En tout cas, pendant les 120 minutes de cette émission, il est derrière nous. C'est quand même un honneur aussi quelque part pour l'Afrique parce que c'est un Africain, vous l'avez dit vous-même. Je vous accueille avec un sujet qui a cours au Cameroun. En fait, la première audience du tribunal criminel spécial. Apparemment, il s'est dit là-bas que c'est une justice des riches. À quand la justice des pauvres là-bas? Non, nous avons, dès l'annonce de la création de ce tribunal, nous avons dénoncé cette initiative. Le tribunal criminel spécial est une initiative anticonstitutionnelle, en ce sens qu'elle crée deux types de citoyens. Ceux qui peuvent allègrement voler plus de 50 millions, être jugés rapidement et négocier leur peine, et la majorité des Camerounais qui, pour une boîte de sardines, une bouteille de gaz, ou simplement victimes des réseaux de trafic d'influence et des réseaux divers, se retrouvent en prison et ne peuvent donc pas accéder à cette justice de luxe. En ce sens-là, nous condamnons l'existence de ce tribunal qui traduit malheureusement la nature perverse du régime qui gouverne le Cameroun, parce qu'il est absolument inadmissible que dans le même pays, on crée deux juridictions, une s'adressant aux nantis, à ceux qui ont donc le droit de voler des milliards et de négocier leur peine, même pas leur peine, leur liberté, et les autres qui parfois n'ont même pas les moyens d'accéder à la justice. Et vous savez que le dernier recensement qui a été fait des prisonniers au Cameroun fait ressortir que 80% de ceux qui sont derrière les barreaux sont des prévenus. Sont des prévenus, c'est-à-dire qu'en réalité, la justice peut-être a du mal à fonctionner avec beaucoup plus de célérité. Je précise que vous êtes le président du Manidem, c'est un parti politique au Cameroun. Docteur Bassil Lekine, bonjour et bienvenue. Merci, je vous remercie pour votre invitation et je salue par la même occasion nos nombreux téléspectateurs. Alors pour vous, vous êtes à l'Institut universitaire Saint-Jérôme, c'est à Douala au Cameroun, et je vous accueille avec un sujet. Vous n'êtes pas très loin de l'Église catholique. Le pape Benoît XVI a lancé l'année de la foi en s'inquiétant sur le syncrétisme et le relativisme qui ont cours dans le monde. Ça vous dit quelque chose? Absolument. Vous savez que l'Église est millénaire, mais l'Église aime toujours être dans son temps. Les synodes ont cette mission d'actualiser constamment l'enseignement de l'Église afin qu'elle s'adresse toujours aux hommes de son temps. Donc le syncrétisme, effectivement, avec toutes les églises qui foisonnent dans notre pays et ailleurs, il est bon, il est temps que l'Église clarifie le débat et qu'elle aide les catholiques à voir exactement qui est pour la foi la bonne et qui est pour des églises parallèles. La question qui se pose sur la place du monde, parce qu'il n'est pas question d'un pays, encore que notre tribune, elle est
panafricaine et internationale. La question qui se pose sur la place du monde, la guerre de religion aura-t-elle lieu? Parce que on court de là. Il faut souhaiter que non. Il faut souhaiter que non. Et pour ce qui la concerne, l'Église catholique a déjà montré qu'elle était au-dessus de ces querelles partisanes. Parce que autrefois, on a dit, hors de l'Église, pas de salut. Aujourd'hui, non, l'Église est revenue et respecte la foi des autres. Malheureusement, soit pour des raisons de provocation, soit pour des raisons internes, certaines religions sont en train de forcer, d'inviter les autres à la guerre, parce que le djihad, ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit vraiment divin. Le djihad, à mon avis, l'Église est là, la nôtre, pour baliser la démarche théologique et la démarche de foi. La démarche de foi pour le salut de tous les hommes. Absolument. Il n'y a pas d'exclusif ou d'exclusivité dans cette Nous affaire. supposons que celui qui a la foi, la bonne, dans son église ou dans son assemblée, peut être sauvé, parce que c'est la sincérité de la foi qui compte. Mais ceci étant, il y a, le Christ a dit, je suis la voie, je suis le chemin, qui veut aller à mon Père passe par moi. Cela est dit et vous me donnez l'occasion d'accueillir Baline, c'est un confrère, vous travaillez pour la Nouvelle Presse, c'est ça? Nouvelle Vision. La Nouvelle Vision. Alors, je vous accueille, Senghor, vous l'avez lu? Certainement, j'ai lu Senghor et j'ai fait quelques devoirs sur cet homme. C'est un homme pluriel, un homme politique, un poète, un écrivain, et j'en passe. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Van Dakwam m'a parlé de lui. On va débattre de la francophonie tout à l'heure comme étant les talons de... C'est l'un des pères fondateurs de la francophonie. C'est des personnalités qui ont fait en sorte que la francophonie ait pignon naturellement dans certains pays africains. Alors, je vous accueille avec le dossier concernant les éliminatoires, la CAN 2013 en Afrique du Sud, si je ne m'abuse. C'est justement ça. Alors, le Cameroun... sorti de la compétition pour une deuxième fois consécutive, les Lions indomptables ont-ils cessé d'être des lions? Ils se font battre à tous les coups. C'est le cas de le dire, parce que dimanche dernier, j'étais encore au stade Amadou Ahidjo pour vraiment vivre la qualification que tous les Camerounais espéraient. Mais tel n'a pas été. Les Camerounais espéraient la qualification, mais attendez, pour être un peu sérieux sur la place du monde, est-ce qu'on va vivre dans le désordre pendant tout un temps et espérer une qualification magique? Au vu de l'ambiance et de l'affluence qu'il y a eu ce dimanche dernier au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, c'est que bon nombre de Camerounais pensaient au miracle et auraient souhaité... Alors le Cameroun s'inscrit maintenant dans le registre des miracles. Alors, dites-nous toujours dans le registre de ces qualifications. Ces éliminatoires, c'était le dernier tour. Le Nigeria, par contre, c'est sur la place africaine, s'en est sorti. Peut-être on peut aussi dire qu'une grosse pointure est tombée quelque part. Il s'agit de l'Égypte. L'Égypte, le Sénégal, le Cameroun, c'est malheureusement des très grands pays de football, on va dire, qui ne seront pas au rendez-vous sud-africain. Et c'est dommage, on va le dire. Mais néanmoins, par rapport à ce que vous avez dit pour la qualification du Nigeria, je pense que les grandes équipes footballistiquement parlant en Afrique, on les connaît. Et que le Nigeria puisse laminer son adversaire par le score que tout le monde connaît, c'est tout à fait normal, je pense, pour ma part, qu'une équipe de cet acabit devrait réagir de la sorte. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour le Cameroun. En tout cas, une petite blague, elle est venue de l'Afrique du Sud et je vais vous la donner. C'était en ligne cette semaine. Cette blague disait que le lion est aussi un animal de la ferme comme tous les autres. Il n'est pas... cela nous donne la possibilité d'aller voir ce qui s'est passé dans les kiosques cette semaine. Les kiosques au niveau de l'Afrique et sur la place du monde. La revue de la presse sur le débat panafricain, c'est tout de suite, c'est avec Mohamed Bachir Ladam. Bonjour Hubert, bonjour à tous les panélistes, bonjour l'Afrique et bonjour le monde.
Cette semaine, nous prenons l'envol par le Congo et les dépêches de Brazzaville qui reviennent sur le 14e sommet de la francophonie. Selon les dépêches de Brazzaville, l'Organisation internationale de la francophonie, lors de ce sommet de Kinshasa, a réclamé la réforme des institutions internationales pour que soit entendue la voix de l'Afrique. L'Observateur de la République démocratique du Congo, pour sa part, rapporte que 3 nouveaux pays ont fait leur entrée dans l'espace francophone. Il s'agit de l'Arménie, de l'Uruguay et du Qatar. L'Observateur souligne cependant qu'à la clôture des travaux, le rendez-vous a été pris pour le Sénégal qui abritera le 15e sommet des pays francophones. Au Sénégal, justement, le quotidien Le Soleil rapporte les clauses de la 14e session de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa le week-end dernier. Parmi les décisions prises, la plus grande pour Le Soleil, Dakar abritera le 15e sommet de cette institution en 2014. Le journal constate que pour le président Macky Sall, cette décision est un hommage rendu à la démocratie sénégalaise. Le même Soleil titre mardi « Soyez des dignes ambassadeurs du pays ». Ce sont les propos du président Macky Sall s'adressant aux Sénégalais d'Afrique centrale en marge du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le journal révèle que Macky Sall a exhorté la colonie sénégalaise à être des dignes ambassadeurs du Sénégal dans leur zone d'immigration. L'Observateur de la République démocratique du Congo, pour sa part, est revenu sur une interview exclusive du président tunisien Monsef Marzouki. Interview à lui accorder lors du tout dernier sommet de la francophonie. Pour le chef de l'État tunisien, la francophonie est aussi un moyen de se créer une solidarité. En Algérie, le quotidien El Watan s'est intéressé en grande une lundi au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, blessé par balle samedi à Nouakchott. Attentat terroriste ou complot, s'interroge le journal. Dans les colonnes de El Watan, on peut lire que Mohamed Ould Abdelaziz, âgé de 55 ans, a été admis à l'hôpital de Percy à Clama, près de Paris, après avoir été blessé par balle le week-end dernier par une patrouille militaire dans la banlieue de Nouakchott. Parlant justement du président mauritanien, l'agence mauritanienne d'information a appris à travers un contact avec le médecin personnel du président de la République que la santé du chef de l'État s'améliore après l'opération qu'il a suivie à Nouakchott et qu'il ne nécessite pas une autre opération chirurgicale. Bonne nouvelle donc dans les colonnes de l'agence mauritanienne d'information. À la une du quotidien burkinabé Le Pays mardi, le dossier Thomas Sankara qui fait l'objet d'une interpellation à l'endroit du président français François Hollande. Les partisans et la famille de l'ancien président burkinabé ont commémoré lundi le 25e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Ces sankaristes, selon Le Pays, réclament justice. L'affaire Sankara était également à la une de la Nouvelle Tribune au Bénin. Le journal parle d'un devoir de mémoire. Selon la Nouvelle Tribune, 25 ans après l'assassinat du charismatique Thomas Sankara, sa mémoire reste vive en Afrique en général et dans le cœur des Burkinabés en particulier. La Nouvelle Tribune a mis à la disposition des lecteurs une vidéo postée sur son site qui relate la vie, les œuvres, les prouesses et les erreurs du regretté chef d'État. Thomas Sankara, l'homme intègre, c'est à découvrir dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. Au Mali, L'Essor, le quotidien national d'information, rapporte que la réunion du groupe d'appui et de suivi sur la situation du pays qui s'est ouvert vendredi devrait constituer un tournant dans une lourde et lente procédure. Cela fait des mois que le déploiement d'une force d'intervention au Mali occupe l'agenda de la sous-région. Et cette réunion, selon l'Essor, devrait représenter un nouveau tournant décisif dans l'organisation d'une intervention militaire internationale. Le journal note également la présence dans les lieux de la nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma. En Côte d'Ivoire, le quotidien Notre Voix rapporte les bilans des dernières attaques de Bonoa, Samo et Azito. Les bilans qui, selon Notre Voix, auraient été cachés, constatant que les chiffres avancés par les autorités étaient en dessous de la réalité. Notre Voix s'est entretenu avec le chef de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konan Bani, qui affirme que la Côte d'Ivoire est face à un problème sérieux. Et puis du nouveau sur le meurtre de Muammar Kadhafi à la une du journal du Tchad.com.
Le journal révèle que selon la version des autorités de transition libyennes, Kadhafi a été tué dans un échange de tirs au moment de sa capture le 20 octobre 2011. Mercredi pourtant, Human Rights Watch a indiqué que de nouvelles preuves sur le meurtre du guide de la révolution libyenne après sa capture et l'exécution des dizaines de ses partisans par des milices rebelles soulèvent des questions sur les circonstances de son décès. Selon le journal du Tchad.com, le guide de la révolution libyenne aurait été capturé et puis lynché avant d'être assassiné. Nouveau rebondissement dans les colonnes du journal du Tchad.com. Voilà, mesdames et messieurs, ce que la presse africaine nous a réservé cette semaine. La presse quitte la scène en vous rappelant qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse. Merci à vous, Mohamed Bachir Ladan, et on va justement user de cette liberté. Place au débat. Première direction, c'est le bilan du sommet de la francophonie qui s'est achevé dimanche dernier dans la ville de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Et la première direction, on va donner la parole au président Joseph Kabila qui en réalité a été dans un état glacial vis-à-vis le président français François Hollande tout au long de ce sommet. On va écouter Joseph Kabila pour en débattre tout de suite. D'abord cet extrait. Tout d'abord, le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, est fier de la démocratie exercée dans ce pays. La République démocratique du Congo n'est pas du tout complexée. Et par le niveau de démocratie, de liberté ou la situation des droits de l'homme. S'il faut parler de la démocratie en République démocratique du Congo, alors il y a plusieurs points d'interrogation. Qui avait supprimé la démocratie dans ce pays? Deuxième question, qui avait rétabli la démocratie dans ce pays? Et troisième question, qui a peur de la démocratie en République démocratique du Congo? Je n'aurai pas le temps pour vous donner des réponses à chaque question. Mais nous pratiquons la démocratie dans ce pays par conviction. Par conviction et pas par contrainte. C'est notre choix. Et on est déterminé et nous pensons que on est sur la bonne voie. Quant à la situation des droits de l'homme, je n'ai pas grand-chose à dire. Les exactions des droits de l'homme, principalement à l'est du pays, sont dues à la guerre qui nous est imposée depuis maintenant 7 ou 8 mois dans les territoires de Rutshuru, dans plusieurs localités, Bunagana, Rumangabo, etc., etc. Si vous faites allusion à la situation des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, je me répète, le Congo n'est pas du tout complexé. Et chaque fois qu'il y a eu des abus des droits de l'homme, des manquements graves, il y a eu les arrestations, ou soit
un procès ou plusieurs procès. Et actuellement, il y a un procès qui est en cours. Je n'aimerais pas évoquer ni parler de ça. Mais en gros, nous pensons que ce soit sur la question des droits de l'homme, démocratie, liberté, au-dessus de la bonne voie, on n'est pas du tout complexé. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, c'était à la fin du sommet d'ailleurs. Une grande conférence a été donnée. On va suivre aussi Abdou Diouf tout à l'heure. Alors, place au débat. Docteur Simon Basilekine, j'y arrive. Quand vous écoutez Joseph Kabila, avec cet état un peu glacial, il n'est pas là à l'aéroport à accueillir François Hollande. Il donne des réponses d'ailleurs à l'international. Beaucoup de confrères estiment que François Hollande s'est trouvé dans ces petites bottes-là. En tout état de cause, quand un Africain voit un président s'exprimer comme ça devant un président français, il ne peut qu'être fier. Parce qu'on nous a habitués dans nos palais, à Lomé, à Dakar, à Abidjan, à faire des courbettes parce qu'il y a un Français. J'ai regardé dernièrement un livre qui vient d'être publié où on voit le président Aïdjo debout parlant à... Tout le monde était assis dans cette rencontre-là et vraiment comme un petit télégraphiste, il tendait un document à M. Focard. Est-ce que c'était un gouvernement en cours de constitution? Je ne sais pas. En tout état de cause, en francophonie, nos présidents ont l'habitude de dire « oui, monsieur » à Paris. Voilà quelqu'un qui dit « non, monsieur ». Quelle que soit la qualité de la gouvernance qu'il a introduite dans son pays, on est fier d'entendre un Africain parler comme ça. Alors, au sujet de la francophonie en elle-même, parce que ça c'est le fond de notre débat, le rôle, les missions, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique bénéficie quand même de quelque chose dans l'essence même de ses cultures? Je vais vous donner un point de vue strictement personnel, c'est pour ça que nous sommes là, j'espère. Oui. Moi je m'inscris totalement en faux en ce qui concerne la francophonie. Pourquoi? Voilà une organisation qui a pris comme mission essentielle de détruire, d'éradiquer de façon définitive les langues africaines. Or, c'est Dieu qui a permis la diversité dans l'humanité. C'est lui qui a fait en sorte que, de la tour de Babel, chacun s'exprime différemment. Pourquoi tout d'un coup a-t-on besoin d'unifier l'humanité autour de 3 ou 4 langues? Ça, à chaque fois qu'une langue meurt, c'est une culture qui meurt. Et dès lors qu'une culture humaine meurt, c'est l'humanité entière qui en souffre. La francophonie a ce défaut grave, très grave, d'avoir pris comme objectif l'élimination systématique des langues africaines. Il y a des pays qui ont de la chance. Au Congo, on parle le Lingala. Au Sénégal, on parle le Wolof. Mais nous, au Cameroun, c'est chacun pour soi. Et nous tous sommes obligés de parler français pour pouvoir communiquer, de telle manière que petit à petit, dans 1 ou 2 générations, nos enfants ne pourront même plus s'exprimer dans les langues qui sont les nôtres. En tout cas, Raphaël Baling, vous avez écouté Joseph Kabila? Oui, je l'ai attentivement suivi et je pense que pour ma part, sa réaction est tout à fait normale au vu de la Vous relation. trouvez normal qu'il ne soit pas allé à l'aéroport, qu'il ait envoyé un 4e oui? Je pèse mes mots. Je dis la relation est tout à fait normale qu'il puisse réagir de la sorte au vu de la relation qui existe entre lui et le président Hollande. Oui. Donc avant que le président Hollande ne débarque à Kinshasa, déjà sur le plan international, tout le monde connaissait qu'il y a un climat de tension qui existe entre ces 2 personnalités. Moi, à un moment donné même, je me suis demandé si le président Hollande n'avait pas été maladroit que de s'exprimer d'abord de la sorte et puis après aller à Kinshasa. Et bon, que le président Kabila soit froid à son égard ou alors que les 2 soient froids vis-à-vis l'un de l'autre, moi je dis que c'est normal par rapport à ce qui prévaut. Parce que il est inadmissible qu'un président comme le président français François Hollande puisse essayer un peu
de manquer, on va le dire ainsi, un peu du respect aux Africains et vouloir donner des leçons. Mais docteur Bassilikine vient de dire que c'est une tradition. Mais c'est une tradition qui... On dit maître, on dit chef, ainsi de suite. Mais oui, c'est une tradition qui est en train de battre de l'aile aujourd'hui, hein, on va dire. C'est une tradition qui, aujourd'hui, n'est plus tellement respectée. Parce que fut une époque où tous les présidents africains relevant de la francophonie, ou des pays francophones, lorsque le président français débarquait, pour eux, c'était le patron qui était arrivé, c'était le grand maître qui était arrivé, où il fallait faire des révérences. Aujourd'hui, avec les mentalités nouvelles qui montent de plus en plus, et puis le panafricanisme, et la vente des valeurs africaines, ça fait en sorte que ce penchant ou alors cet ascendant d'antan n'est plus assez actuel aujourd'hui. Et puis bon. Alors pour le fond en lui-même, la francophonie, utile pour l'Afrique? Mais la francophonie n'est utile que pour la France. La francophonie, elle est tellement utile pour la France. Qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle rapporte aux Français? Il y a quand même une déclaration, des résolutions qui ont été prises à Kinshasa pour soutenir l'Afrique, par exemple, accéder au Conseil de sécurité. Mais non, mais ça c'est de la démagogie. Pourquoi est-ce que les Français se battent à repeindre de plus en plus la langue française dans le monde? Certainement, quelque part, ils ont un intérêt. Cela leur est profitable. Alors, que de dire que l'Afrique gagne dans la francophonie? Moi, je ne vois pas, puisque tout à l'heure, le docteur Bassilikine l'a dit, c'est difficilement que vous rencontrez dans des familles aujourd'hui des tout petits enfants qui parlent nos langues nationales. Et je ne sais pas si cela est profitable pour nous, ou alors c'est une perte justement de valeurs des valeurs africaines. Abanda Kwama, vous avez suivi Joseph Kabila? Oui, j'ai bien suivi le président congolais. Bon, je suis le président d'un parti qui se dénomme Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Donc, l'intérêt des Africains est de bâtir une Afrique moderne et forte et respectée. Et je pense que le spectacle que nous avons vécu ces dernières décennies a fait honte à beaucoup d'Africains. C'est le spectacle des chefs d'État et parfois même des premiers ministres français qui peuvent arriver en Afrique à 5 h du matin, comme ce fut le cas d'un Chirac, Premier ministre, qui est arrivé à 5 h du matin et qui a fait déplacer le président de la République du Cameroun, ses ministres des populations, pour aller l'accueillir à 5 h du matin à un aéroport parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps à consacrer. Là, vous parlez de François Mitterrand? Non, je parle de Chirac, Jacques Chirac, oui. Premier ministre. Ah, Premier ministre à l'époque. Voilà, à l'époque. Et je veux dire que les jeunes générations d'Africains sont outrés de voir à quel point leurs dirigeants sont incapables de traduire les aspirations qui sont les leurs. Et concernant donc Joseph Kabila, je trouve tout à fait correct qu'il ait répondu sur le même ton à M. François Hollande, qui a manqué non seulement de diplomatie, rarement on avait vu un tel langage d'un chef d'État à l'endroit d'un autre, et qui s'est trompé d'époque. Parce que le Congo, ce que nous vivons au Congo aujourd'hui, le déni de la démocratie, des droits de l'homme et peut-être la liberté, est la conséquence de l'intrusion de l'Occident dans ce pays. Comment ça expliquer à Mais je vais l'expliquer. Allez-y. Vous savez que le Congo-Kinshasa est un grand pays avec beaucoup de ressources matérielles. Et donc, dès le départ, pour l'indépendance du Congo, il y a eu des batailles rangées entre les partisans de la poursuite de la colonisation. Et je tiens à rappeler que le pays qui a colonisé et qui voulait maintenir le Congo sous sa domination est un pays qui s'appelle la Belgique, qui est 100 fois plus petit que le Congo, qui n'a aucune richesse, qui n'a aucune ressource matérielle. Et d'ailleurs, à un moment, ce n'était même pas la propriété de la Belgique, c'est la propriété du roi Léopold.
Et donc, il y a des patriotes et des nationalistes qui se sont battus pour que le Congo accède à une vraie indépendance, notamment le plus célèbre d'entre eux, Lumumba, qui fut assassiné avec l'aide de la CIA et de tous les services secrets des Occidentaux. Les raisons de l'assassinat, nous sommes sur le débat panafricain. Tout à fait. Lumumba fut assassiné parce qu'il entrevoyait une indépendance totale. Et plusieurs... immédiate. Plusieurs Congolais ont été instrumentalisés. Il y a eu Kasavubu, il y a eu Tchombe qui a même essayé de faire une sécession. Et au bout de tout ce parcours, les Occidentaux ont mis à la tête du Congo un agent, un certain Mobutu, qui s'est fait appeler après Sécé Séko, qui s'appelait Joseph Désiré, qui a mis sur le Congo une chape de plomb. Et on n'a pas entendu un seul dirigeant occidental critiquer cet homme-là, qui était un véritable dictateur sanguinaire. Par la suite, il y a eu une rébellion conduite par le père de l'actuel président, soutenu par les pays environnants. Et à partir de là, les Occidentaux ont eu l'impression que le Congo leur échappait à nouveau. Et tout ce que vous voyez en ce moment au Congo, les guerres qui se succèdent, les rébellions, et tout ça, c'est de l'instrumentalisation de l'Occident à travers des multinationales qui s'enrichissent. Et on se sert d'un certain nombre de pays pour ça. Alors, venir dans un tel pays, faire des déclarations, donner des leçons sur le respect des droits de l'homme, alors qu'on sait très bien que la responsabilité de la situation actuelle du Congo relève. Je me rappelle qu'à l'époque où Mobutu était en difficulté, la radio française internationale, radio du Quai d'Orsay, RFI, passait le temps à dire que seul Mobutu peut sauver le Congo. Alors, ce n'est pas le président d'un tel pays qui peut venir donner des leçons au Congo. Et on attend donc que, comme M. Hollande a donné des leçons à M. Kabila, qu'il donne les mêmes leçons à M. Sassou Nguesso, les mêmes leçons à M. Bongo, les mêmes leçons à M. Biya, les mêmes leçons à tous leurs Compaoré. Et on en parlera, j'espère, dans l'émission à propos de Sankara. Et pour qu'on voit si, finalement, ce n'est pas, comme disait Dibang tout à l'heure, un discours démagogique. Un discours démagogique, on va prendre le deuxième extrait, parce que vous le savez très bien, Abdou Diouf, il est le secrétaire de cet organe, la francophonie. Lui, il dit que le sommet s'est bien déroulé, et surtout, il précise que l'Afrique doit se prévaloir et défendre une place, obtenir une place au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Peut-être que ce n'est pas la bonne chose pour Abanda Pama, mais on va d'abord suivre cet extrait, on revient pour en débattre. Nous sommes un sommet composé d'États souverains. Nous essayons chaque fois d'obtenir des consensus et Monsieur le Président de la République démocratique du Congo l'a dit, nous avons réussi à obtenir des consensus sur tout le texte. Sur cette résolution, effectivement, nous avons obtenu un consensus sur l'ensemble de la résolution à l'exception de ces deux articles. Tout État est souverain. Le Rwanda s'en est expliqué publiquement, en tout cas à huis clos, au cours de nos sessions, dit qu'il ne pouvait pas souscrire à ces deux articles, non pas pour des raisons de principe, mais pour des raisons de contexte liées aux efforts en cours au niveau de la conférence générale des Grands Lacs, qui privilégie plutôt le dialogue. Bien sûr, nous avons des normes et des principes. Moi, secrétaire général de la francophonie, quelques jours avant de venir ici, j'ai signé avec le président de la Cour pénale internationale un accord de coopération. Notre organisation est résolument engagée dans la lutte contre l'impunité. Donc, il était impossible, par principe aussi de notre côté, il était impossible
de ne pas laisser ces deux articles en l'état. Mais encore une fois, je ne condamne personne, je ne critique personne, je considère simplement que chaque État est souverain et libre de ses choix et également de sa stratégie de négociation pour arriver à un résultat donné. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, je veux commencer avec Dr Basilekine. Alors, en écoutant Abdou Diouf, est-ce qu'il est un instrument pour perpétuer ce que vous avez dit tout à l'heure? C'est-à-dire... Écoutez, quand on entend parler M. Diouf, on se dit voilà un francophone. C'est le langage de la litote, les belles phrases. Qu'est-ce qu'il a dit de substantiel? Chaque État est souverain, nous le savons tous. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Rien. Sinon, pour dire M. Kabila n'a pas tort, M. Hollande a raison, et par conséquent, monsieur du Rwanda, il ne veut pas exactement ce que nous recommandons ici. Donc, tout le monde a raison. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie au plan international. Ce n'est pas comme ça qu'on sauve un pays qui est pratiquement en déperdition, comme la République démocratique du Congo. Il a parlé de la Cour pénale internationale là, en faisant... Et en plus, la Cour pénale internationale, on devrait ajouter contre l'Afrique. Parce que en dehors de la Bosnie-Herzégovine, il n'y a guère que les Africains qu'on juge là-bas. Donc, et en plus, les Américains ont décidé, vous savez, de ratifier l'institution de cette Cour pénale. De ne pas ratifier. De ne pas ratifier, merci. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y adhère pas, un citoyen américain ne peut pas être jugé là-bas. Qu'est-ce que ça vaut si les États-Unis, qui sont à l'origine de tous les massacres, Kadhafi, Saddam Hussein, si vous voulez, je continue la liste, mais ce n'est pas la peine de continuer, ils ne peuvent pas être jugés là-bas. Et puis parce que Mugabe, parce que ce monsieur du Soudan, on lui dit la Cour pénale, et on y a même amené M. Gbagbo, un nationaliste. C'est vraiment le comble. Moi, j'ai dit ce que Abdou Diouf a dit, c'est vraiment la francophonie. C'est-à-dire qu'on dit des belles phrases qui n'ont pas de contenu et on donne satisfaction à tout le monde. Personnellement, j'estime que M. Kabila a réagi comme il devait parce que M. Sarkozy, à Dakar, il s'est retenu. Hollande. Pardon, M. Hollande. M. Sarkozy est allé à Dakar et il a insulté les Africains devant comment s'appelle le prédécesseur Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade. Voilà, Maître Wade qui est quand même quelqu'un capable de comprendre ces choses-là. Et Abdoulaye Wade n'a pas réagi. Quand Kabila réagit comme ça, moi je dis il y a un mieux, comme disait M. Abandakpama tout à l'heure, la jeunesse africaine a besoin que nos dirigeants s'expriment d'une autre manière. Et ce n'est pas celle du secrétaire général de l'organisation de la francophonie qui est la bonne. Raphaël Baling, il y a quand même un lien dans cette affaire. Senghor, il est du Sénégal, Abdou Diouf du Sénégal, premier arrêt de Sarkozy au Sénégal, première descente d'Hollande Sénégal à Dakar avant d'arriver à Kinshasa. Le Sénégal, État francophone. Heureusement qu'il y a un nouveau président qui est arrivé, le qui, président Macky Sall. Qui a eu une rupture avec... Je pense que la rupture, vu son âge, Oui. il va accepter que celle-ci s'opère. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez cité tous ces noms, on est tenté de croire que, comment on dit ça, le biotope de la francophonie, c'est le Sénégal. Oui, bien sûr. Donc, pour revenir sur ce que la déclaration du secrétaire général de l'OIF, moi, je vais aller un peu plus loin pour dire que c'était de la poésie. De la poésie, et nous savons ce que c'est que la poésie, de manière fondamentale, ça n'apporte rien de substantiel. Alors, c'est franchement le réel des Français. Donc, un monsieur comme le secrétaire général de l'OIF, excusez-moi, je veux le dire, c'est des pions français qui sont là pour la solde française. Donc, qu'ils disent... Quand il parle de l'impunité, est-ce qu'il parle de quel type d'impunité? Impunité des chefs d'État ou bien... Mais on parle d'impunité ici, il parle d'impunité du moment où un président africain, justement, du moment où un président africain veut
vraiment s'autogérer lui-même et n'accepte pas le diktat de la France. Là, on commence à parler qu'il est rebelle et que les droits de l'homme ne seront pas respectés là-bas. C'est le cas peut-être en Guinée équatoriale et c'est ce qui est en train de se faire à RDC. Mais Joseph Kabila a dit qu'il n'est pas un président qui va donner les ordres à la justice. Abana Kwama, vous avez suivi le président du Manilem, vous avez suivi Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie. Oui, M. Abdou Diouf est dans son rôle. Bon, je vais faire une observation à propos du Sénégal. Je pense que c'est vraiment tout à fait un hasard si tout ce qui représente la francophonie sortent du Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays où on a des francophiles de très grand talent, c'est-à-dire des gens qui pensent que sortis de la francophonie ou de la France, ou de la France-Afrique, il n'y a rien. Et je pense que le peuple sénégalais se bat et s'est battu pour qu'il y ait un début de démocratie et on voit les effets. Ouais. On salue donc ce peuple-là. À propos de la francophonie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ouais. Je pense qu'il est bon qu'on dise les choses telles qu'elles sont. On va les dire. Et la francophonie ne sert pas les intérêts des peuples de l'Afrique dite francophone. La francophonie a été mise sur pied pour permettre à la France de continuer de rayonner et d'occuper le rang de grande puissance qu'elle ne peut occuper qu'en se servant des pays africains qu'elle a colonisés. Et donc, c'est dans l'intérêt de la France de continuer de maintenir cette sorte d'organisation qui, par ailleurs, et c'est ça qui est curieux, a pour vocation de protéger la langue française. Vous voyez la différence avec le Commonwealth. Le Commonwealth ne proclame pas que l'anglais est la langue du Commonwealth. Et vous voyez que les pays qui appartiennent au Commonwealth ont des langues nationales puissantes qui se répandent. Alors que dans le cadre de la francophonie, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez des chefs d'État des pays qui ont de puissantes langues nationales qu'ils pourraient développer. Il y a des langues même africaines. On a le Haoussa, le Swahili, des langues qui pourraient être parlées par la plupart. Mais les gens s'en vont dans un forum pour défendre une langue étrangère qui est en perte de vitesse par rapport à sa concurrente anglaise. Et donc, sur ce plan-là déjà seulement, le fait que la francophonie soit le reflet de la domination culturelle d'un pays sur les autres est déjà en soi un motif pour rejeter la francophonie. Mais quand on va plus loin, autre raison, oui. Quand on va plus loin et qu'on voit que, surtout depuis Mitterrand, la francophonie est devenue en fait l'organisation qui protège les dictatures en Afrique francophone. Et l'émancipation qu'on aurait pu attendre du pays de la Lumière, du pays de Voltaire, du pays de Sartre, cette émancipation n'est jamais venue. On a entendu l'avant-dernier Premier ministre français, M. Fillon, dit à l'IRIC à Yaoundé que la France n'a pas de compte à rendre à propos de la colonisation de l'Afrique et qu'il ne voit pas pourquoi on continue d'accuser la France d'avoir des comptes à rendre à l'Afrique. Est-ce que vous voyez le degré de mépris que cela représente? Non, donc, pour vous, ce qui a été dit à Kinshasa, je vois là 60 points dans la déclaration finale du sommet, la réaffirmation de la nécessité d'organiser des élections libres, fiables et transparentes. Je vais vous dire, chaque président français arrive, tient ce discours. On a vu Mitterrand faire un discours à la boule, disant que c'est l'heure de la démocratie. Aller à Cancun dit que c'est l'heure de la libération des peuples. Il a été le promoteur de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, c'est-à-dire des réseaux mafieux qui dirigent, qui servent les intérêts des multinationales françaises au détriment des peuples français et africains. On a vu Sarkozy, avant d'être élu, dire qu'il y aurait rupture avec la France-Afrique et devenir pratiquement le petit boy de M. Bongo et s'insérer dans
les réseaux. Monsieur Hollande fait un discours, mais il sera rattrapé par la réalité. Ah, La réalité Attends, en France-Afrique, la réalité, c'est que nos économies sont dominées à 60 à 80% par les entreprises françaises. Et c'est ça qui permet à la France de jouir du statut de grande puissance. Je vous relance à vous tous là. Mais quand même, est-ce que vous allez jeter l'opprobre sur la France, qui n'est pas libérale? Ça, c'est d'ailleurs la devise, égalité. Est-ce que les complices ne se trouvent pas du côté de ces États mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est plus que des complices. Ouais, c'est des mercenaires. C'est-à-dire que c'est des envoyés du Seigneur. Nos présidents, on le voit, nos présidents sont là d'abord pour servir les intérêts de la France et accessoirement pour se servir eux-mêmes et, bon, s'il en reste un peu, pour les peuples. C'est pour ça que nos peuples misèrent. Donc, même quand on parle de l'Afrique doit occuper des postes aux Nations Unies, ce sera surtout pour défendre les intérêts de la France et pas pour défendre les intérêts des Africains. Parce que quand les Français ont envie de quelque chose, ils savent qu'ils peuvent compter sur les 15 voix des francophones africains qui vont voter en leur faveur. C'est ça le but. Qu'est-ce qui peut rompre dans cette affaire? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces États-là se prononcent contre et tous ensemble? Tout ce qui peut rompre cet état de choses, ce n'est que la volonté de certains chefs d'État africains qui vont vouloir s'affirmer eux-mêmes des nationalistes. Mais ce que nous savons aussi, c'est que la France n'a pas besoin des nationalistes en Afrique. Parce que les nationalistes, pour eux, c'est d'abord sauvegarder les intérêts des ressortissants du pays, défendre les intérêts des nationaux. Alors, du moment où un chef d'État commence déjà à défendre, tel a été le cas pour le président Gbagbo, vous savez où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui. Donc, je me dis, du moment où un chef d'État, ou alors certains chefs d'État vont commencer à vouloir ne pas marcher dans l'océan français, ils vont commencer, comme d'habitude, ils vont commencer à le flécher par rapport aux libertés individuelles qui ne sont pas les droits de l'homme, la démocratie, pour essayer un peu de déstabiliser celui-là. Et c'est comme ça que le cycle va toujours être en train de se perpétrer. Alors, pour sortir de cette affaire, où sont les peuples d'Afrique? Parce qu'il y a quand même l'expression des peuples. Bien sûr. C'est ça la question essentielle. Oui. Parce que tous les ans ou tous les 2 ans, il y a les sommets France-Afrique qui se réunissent. Mais c'est une histoire de copains. C'est un problème c'est un club. Ce n'est pas pour les peuples. La preuve, dans les 60 préoccupations auxquelles vous avez fait état tout à l'heure, personne n'a parlé d'élections vraiment transparentes. Parce que les élections transparentes chez nous, c'est celles qui permettent à celui qui les organise de les gagner. Et dans ces conditions-là, fatalement, l'intérêt du peuple n'est pas dedans. Par contre, la France, en France, est obligée de marcher dans la démocratie. Mais en même temps, elle favorise chez nous des dispositions réglementaires et légales qui freinent, qui émasculent un peu les oppositions. Alors, on est décidément là dans on peut dire un fardeau ou un joug. Comment briser le joug? On sort. Moi, je pense que la francophonie. Je pense que les peuples africains se battent. Je vois ce qui s'est passé au Sénégal. On voit ce qui s'est passé en Guinée, malgré la tentative des militaires d'imposer un nouveau calendrier dictatorial. On voit comment beaucoup de peuples chez nous se battent, même parfois dans le silence complice des grands médias occidentaux. Je pense que l'avenir appartient aux nouvelles générations d'Africains dès lors qu'elles ont compris que ce n'est que dans la lutte organisée pour se libérer qu'elles verront briller le soleil qui brille partout en Afrique et dont on essaie de les priver. Merci bien. Oui, Valine, mais avant de prendre, je vous rappelle qu'un audit est réclamé contre les organisateurs du sommet de la francophonie, parce qu'en réalité, selon certains Congolais,
il y a eu le pillage des fonds dans ce grand rendez-vous et que l'État du Congo a pu souffrir naturellement dans le peuple congolais. Oui, justement, je voulais relever quelque chose qui aurait pu nous échapper déjà. C'est qu'il y a un syndicat qui est en gestation, un syndicat des présidents. Et ce syndicat est comme ça amené par le président Déby, le président Obiang et le président Bongo. Et au niveau de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Le président Déby, oui, vous devez aussi le rappeler, justement, parce que il n'était même pas là. Il n'était même pas là, il n'est pas allé en République démocratique. Donc moi je veux dire que c'est une résolution, mais c'est quand même une position qu'on peut déjà saluer. Vous voulez dire que c'est une position assez forte là? Oui, c'est une position forte qui est à saluer et même à encourager dans la mesure où elle peut être un contrepoids. Vous ne pensez pas qu'on va mettre les rebelles sous ses pieds là? Pourquoi pas, ils en ont l'habitude. C'est juste une manière de vous dire qu'en réalité, M. Déby, le président Déby, il prend une position assez forte qui est encourageante pour les peuples africains et que peut-être aussi il va falloir que les Africains eux-mêmes, au niveau des peuples, soient beaucoup plus conscients de leurs intérêts. Nous allons prendre une respiration, c'est une pub, la page. Guinea Equatorial, por todas partes en el mundo. Y todo sobre este país que crece día a día. Es sobre su sitio oficial en línea, el sitio del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. www.guineaequatorialpress.com. Actualidades, fototecas y videotecas, motor de búsquedas, lazos útiles y contactos. En un clic, usted tiene todas las informaciones que necesita sobre Guinea Ecuatorial. El gobierno e instituciones, Guinea Ecuatorial en cifras, viajar a Guinea Ecuatorial, deportes, música, cultura y muchos otros centros de interés. Guinea Ecuatorial, tal como avanza cada día, minutos tras minutos. Es sobre www.guineaequatorialpress.com. El sitio oficial del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Ancienne colonie britannique, le Zimbabwe, pays d'Afrique australe, membre de l'Union africaine, a pour langue officielle l'anglais, le shona et le sindébélé. Pays ayant à sa tête depuis 1987 un homme de poing, Robert Gabriel Kariba Mombe Mugabe. Père de l'indépendance de l'ancienne Rhodésie du Sud, Robert Mugabe mène d'une main ferme la destinée du pays, longtemps considéré comme le grenier de blé de l'Afrique. Initiateur de la réforme agraire en 2000, le doyen des présidents du continent est perçu comme un dictateur par certains et un libérateur par d'autres. Mugabe, homme qui croit en son peuple et n'hésite pas à appliquer des mesures drastiques. Mesures qui, pour lui, devraient à long terme permettre une sortie de crise du pays. Zimbabwe, pays minier, reste l'un des grands producteurs d'or, platine, diamants et chrome. Un pays qui continue de croire en sa devise nationale. Unité, liberté, travail. Masiwa mane,
se précipite vers le Gabon avec un projet dans la zone économique spéciale de classe mondiale, avec de grandes infrastructures et un esprit entrepreneurial. Le Gabon, c'est la porte de l'Afrique. Bienvenue au Gabon. Bienvenue au débat panafricain, deuxième détente. C'est sur Afrique Média et le sujet, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a lancé un mandat d'arrêt international contre le responsable de l'ONG Transparency International France. À l'origine, l'affaire des biens mal acquis des chefs d'État africains. Un dossier en réalité qui est reconnu par l'État de la Guinée équatoriale comme étant tout simplement une diffamation. Nous partons d'abord suivre ce reportage. Le débat, c'est tout de suite. Suite à la constatation par la justice équato-guinéenne de l'usage de fausses identités d'entrepreneurs par Daniel Lebègue, plus des évidences concernant des pratiques d'activités commerciales illégales et mafieuses, ainsi que des insultes contre des personnalités et les institutions équato-guinéennes, Interpol délivre ce mardi 16 octobre 2012 un mandat d'arrêt international à l'encontre de Daniel Lebègue, une décision qui ne peut que satisfaire le pays plusieurs fois, outré par des agissements douteux et diffamatoires à son encontre par M. Daniel Lebègue. Un mandat qui vient à point nommé après le refus constant de l'individu en question de comparaître devant les tribunaux de la Guinée équatoriale où pendant plus de 9 ans, il a amassé des bénéfices énormes à travers la société Technip et plusieurs sous-traitances obtenues grâce aux compagnies pétrolières. À cet effet, un appel est fait aux pays voisins et amis de la Guinée équatoriale et des organisations de lutte contre la criminalité économique pour une coopération avec Interpol pour capturer M. Lebègue n'importe où à travers le monde. Alors voilà un président d'une ONG de défense des droits de l'homme. Il a pour nom Daniel Lebègue. Il ne se présente pas à une convocation de justice. Lecture. Écoutez, ça se serait passé en Afrique, on nous aurait traité de tous les noms d'oiseaux. Ça se passe en France, je ne sais même pas si même le canard enchaîné va relever ça. On attend le prochain canard enchaîné, on verra comment ça va se passer. Mais en tout état de cause, il est heureux qu'au sein de la francophonie, certains présidents ne soient pas issus de l'école francophone. Parce que la Guinée équatoriale, c'est vraiment un autre État. Ce n'est peut-être pas la démocratie idéale telle qu'on voudrait nous la faire accepter depuis l'Occident, mais voilà un pays qui se bâtit à partir de l'argent du pétrole. Chez nous au Cameroun, quand le pétrole est arrivé, on nous a dit attention, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas gérer votre pétrole. Alors on le garde dans un compte hors budget et le jour où on aura besoin, on ressortira cet argent. Aujourd'hui, plus personne ne nous parle de ce compte hors budget. Qu'est-ce qu'il est? Le compte a disparu? Plus personne n'en parle en tout état de cause. On a vu dans les années 80 à 90, vraiment l'État a tiré le diable par la queue. C'était l'occasion ou jamais de ressortir ses fonds. On ne les a pas vus venir. Donc voilà un pays qui gère, qui met en tout état de cause les revenus du pétrole au service de son peuple, et puis on dit bien mal acquis. Je suis sûr, vous permettez, je suis sûr que des 15 présidents qui étaient à Kinshasa, si on va à Paris, il n'y a pas que le président de Guinée équatoriale dont on va trouver qu'il est propriétaire de biens mal acquis. Mais pourquoi celui-là et pas les autres? Est-ce que c'est pas parce que ça fait depuis pratiquement 5 ans qu'on est dans ce fameux concept de biens mal acquis? Est-ce que c'est pas une manière de chercher les voies et moyens de déstabilisation, je ne vous le fais pas dire, de cette zone-là en principe? Parce que la plupart de ces chefs d'État sont cités. Ont été cités dans ce dossier des biens mal acquis. Oui, mais c'est bien peut-être parce qu'ils prêtent le flanc à la critique. Il faut le reconnaître. Parce que M. Kadhafi était très riche, on n'a pas parlé de biens mal acquis. Je crois qu'il a mis, là, vous trouvez des hordes de Camerounais qui meurent dans le désert, dans les océans, pour aller dans d'autres pays, pour chercher ce qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Jamais, jamais on a vu des Libyens quitter leur pays pour aller ailleurs. Et pourtant, on leur a dit aux Libyens, vous n'êtes pas heureux, nous vous apportons le bonheur par un autre président. C'est dire que la diplomatie, la politique internationale a quelquefois tête chercheuse.
Et elle cherche nos malheurs. Elle cherche les malheurs des Africains. Alors, Baling, Raphaël, vous êtes dans un journal qui a fait pratiquement un dossier, je voudrais dire. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez agir sur ce mandat d'arrêt lancé par Interpol. Et en réalité, la Guinée équatoriale accuse Daniel Lebègue de diffamation. Mais je vais d'abord commencer par la terminologie qui ne m'arrange pas du tout, bien mal acquis. Et comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, c'est à tête chercheuse. Donc bien mal acquis, je ne sais pas, c'est une conception française. Seuls eux pourront peut-être nous dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont déterminé ici. En tout cas, vous continuez, Calix Béal a précisé à plusieurs reprises que c'est un concept vide de sens. Mais voilà, il faut dire que c'est plutôt le 12 juillet dernier qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre Théodorine Obiangema, le fils du président équato-guinéen. Que dis-je? Le deuxième vice-président de la République de la Guinée équatoriale. Voilà. Et ce que je vais dire ici, c'est que c'est une affaire tout simplement honteuse de la France parce que quelqu'un l'a dit ici, le pétrole équato-guinéen est géré par les Guinéens. Et les Occidentaux, et puis en l'occurrence les Français, ne comprennent pas cet état de choses et font tout pour déstabiliser les institutions de Malabo. Alors, que dire? Tous les Africains ont les yeux ouverts et ils se rendent donc compte que c'est le pétrole parce que les Français veulent s'accaparer du pétrole et c'est pour ça qu'ils organisent tous ces super. Donc c'est une orchestration. Une orchestration, un acharnement et de la diffamation et j'en passe. À Bandapama, la Guinée souhaite l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Cet arbitrage est attendu, c'est le journal La Nouvelle Vision qui dit, Raphaël Baling en fait partie. En panafricaniste, aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas une odeur d'un malheur qui s'approche dans cette région-là? Non, ce qu'il faut dire, c'est que les Africains gagneraient. Quand je dis les Africains, je veux dire les dirigeants africains gagneraient à permettre, à favoriser l'émergence d'organisations de la société civile africaine crédibles, gagnerait à promouvoir une presse en lui donnant les moyens libres et crédibles. Ça éviterait que ce soit des étrangers qui viennent nous dire, noter notre manière de fonctionner. Parce que quand vous voyez, on parle d'un personnage comme M. Lebègue. M. Lebègue a été ce qu'on appelle un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait de l'argent sur le dos des Équato-Guinéens de son pétrole en Guinée équatoriale. Par la suite, il est devenu président d'une ONG. Et il se permet donc de donner de mauvais points à la famille présidentielle équato-guinéenne. Et je pense que l'État de Guinée équatoriale a bien réagi. On va donc voir si la France va coopérer et permettre l'arrestation de ce personnage pour qu'il soit jugé en Guinée équatoriale conformément au mandat qui a été délivré et qui a été servi à Interpol. Vous pensez que c'est possible? Mais justement, c'est ça le problème qui se pose. Le problème qui se pose avec nos relations, avec les partenaires, soi-disant partenaires occidentaux, c'est que les dirigeants africains n'ont pas compris qu'il faut qu'ils créent une masse critique. Il faut que nos pays fassent l'effort de se mettre véritablement ensemble et promouvoir donc des ensembles sur tous les plans qui puissent permettre de donner la riposte aux Occidentaux et à tous ceux qui continuent de penser que l'Afrique est une terre maudite. On prend l'exemple seulement de la Cour pénale internationale. Vous savez que c'est avec le vote de 3 pays africains que la résolution sur la Libye a été votée au Conseil de sécurité. Elle s'est traduite, et on vient d'en avoir donc la preuve, par l'assassinat par
un militaire français d'un président d'un pays indépendant. Normalement, donc, M. Sarkozy devrait être traduit devant la Cour pénale internationale pour assassinat de chefs d'État étrangers et pour massacres nombreux sur le peuple libyen. La même chose s'est produite en Irak et en Afghanistan. M. Bush, qui jouit de sa retraite paisible au Texas, devrait là aussi être traduit. Mais l'Afrique et le tiers-monde n'ont pas compris qu'il leur fallait des organisations puissantes. Et c'est nos États qui devraient les promouvoir. Vous Nos faites donc États appel ont peur par rapport à de cette la presse, situation, ils ont peur des ONG. Vous continuez, vous faites donc appel à une mobilisation ou bien à... Tout à fait. Une mobilisation de nos dirigeants qui doivent comprendre que même leur intérêt personnel dépend de la qualité de la relation qu'ils ont avec leur peuple. Il ne faut pas qu'ils continuent de penser que l'Occident les protège. La preuve, les Occidentaux font semblant de les soutenir juste au moment où ils se rendent compte que leurs intérêts divergent. Et Mobutu, vous verrez, par exemple, celui qui est en train de subir les fous de l'Occident en ce moment, Assad, il a été reçu en grande pompe dans tout l'Occident, y compris en France, parce qu'on voulait se servir de lui contre l'Iran. Et aujourd'hui, on découvre que c'est un dictateur. Et donc, moi, je dis, la Guinée équatoriale, contrairement aux autres pays de la francophonie, fait l'effort de bâtir, de construire le pays. Il n'y a pas encore véritablement de démocratie ni de liberté, mais au moins sur le plan des infrastructures, on voit l'effort qui est fait d'utilisation. On a vu l'inauguration d'un aéroport, d'une centrale. Donc, il faut encourager cela et encourager le président équato-guinéen qui fait déjà beaucoup d'efforts. Il soutient de nombreux médias, qu'il fasse l'effort de continuer de perfectionner la démocratie et sa relation avec le peuple équato-guinéen pour qu'il devienne difficilement attaquable. Et c'est le même message qu'il faut lancer aux autres présidents africains qui pensent que... Qui sont en ligne de mire dans cette affaire des biens mal acquis. Mais bien sûr, puisque une fois qu'on a envie de déstabiliser un dirigeant africain, on lui colle une affaire. Est-ce que vous imaginez que Laurent Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale alors que M. Soro, qui est le chef rebelle, qui est à l'origine de plusieurs massacres, est président de l'Assemblée? Comment les Africains peuvent accepter des choses comme ça? Et que les chefs d'État africains se sont tus lorsque on a assassiné Kadhafi, qui a financé la plupart des pays de l'Afrique, qui a fait des investissements monstrueux. Qui avait un projet d'un fonds monétaire africain. Qui a mis sur satellite. Donc, l'Afrique est victime de son émiettement, du manque de vision et d'ambition de ses dirigeants, et c'est de ça que nous souffrons. Alors, il est donc normal que des gens comme le Bègue, personne ne sait qui c'est certainement. Alors arrêtons-nous un peu, Abanda Bama, on va terminer par là, sur ce sujet. Arrêtons-nous. Mais comment expliquer qu'un juge d'instruction veut en fait écouter M. Lebecq et qu'il ne défère pas? Oui, mais c'est un mépris. C'est le rapport de force entre les nations. C'est-à-dire que, on a souligné tout à l'heure, et je pense que c'est Ndomilev qui le disait, vous voyez que les États-Unis siègent comme membre permanent du Conseil de sécurité, décident qu'il faut envoyer Omar el-Béchir à la CPI, mais se soustrait à ce devoir à propos de leurs nombreux citoyens qui commettent des crimes dans le monde entier. C'est un problème de rapport de force. Il faut que les Africains créent un rapport. Imaginez qu'on ait un pays qui s'appelle États-Unis d'Afrique centrale, avec une économie dynamique, de solides institutions. À ce moment-là, je vous dis que c'est M. Hollande lui-même qui irait chercher le Bègue pour l'envoyer se faire juger. En tout cas, on sait déjà que la Guinée équatoriale n'entend pas se laisser faire dans cette situation et que ce mandat a été lancé, et que d'ailleurs,
il y a une plainte qui a été portée à la Cour pénale internationale. Si c'est possible de dire quelque chose. Oui, moi, je vais revenir un peu sur la question de la Guinée équatoriale pour dire que c'est une grosse mafia occidentale, plus précisément française. Parce que vous parlez de M. Lobeg, qui est le président de Transparency International France, oui. de France. Et il faut dire aussi qu'un certain William Boudin, oui, qui est l'un des membres fondateurs de cette association, est le conseiller de François Hollande. Alors, quelle implication? Donc, l'implication est simple. L'implication, c'est que c'est des messieurs qui donnent des informations, ma foi, erronées même, au président François Hollande. Et puis, bon, la machine est lancée pour déstabiliser, pour flécher la famille, du moins le gouvernement équato-guinéen. C'est pour ça qu'on a entendu François Hollande dire que la justice fera son travail et tout son travail. Tout simplement parce que, bon, il sait de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Il y a le Bègue, il y a Boudin qui sont tapis dans l'ombre et qui tirent les ficelles pour que la justice amenée par les magistrats, oui, M. Gourmand et Lenoir, ils sont là pour actionner leurs actions, les leviers pour justement déstabiliser ce grand pays qui est la Guinée équatoriale. Merci bien. En tout cas, il y a la nouvelle vision qui nous fait état d'un comité panafricain qui est né pour soutenir le président équatorien, en fait pour soutenir la Guinée équatoriale dans cette action en mettant en exergue toutes les actions d'infrastructure, de développement du pays qui actuellement ont cours. Et que, d'ailleurs, ça rejoint cet appel, l'appel lancé par Abanda Kpama, le président du Maniden, que les Africains se mobilisent pour qu'en réalité leurs intérêts soient défendus. Et je crois qu'avec cette pointe-là, on va aller au Burkina Faso. Et vous savez ce qu'on va faire là-bas. Qui a tué Thomas Sankara? La question se pose 25 ans après la disparition de celui-là qui avait été considéré à un moment donné comme un élément très gênant par rapport au pouvoir installé à l'époque à Paris. Il avait même donné une conférence après des remous de coup d'État, c'était encore là, de Volta. On va d'abord suivre cette conférence de presse, un extrait que nous avons pu retenir pour revivre encore ou revoir Thomas Sankara. C'est tout de suite. Dit que nous avons dissous s'attendait aux alentours du 5, du 6 ou du 7 août de cette année à un coup d'État revanchard de leurs amis du CMRPN. Ils s'y attendaient. Et lorsqu'ils ont entendu la musique militaire à la radio, ils ont exulté de joie, se disant, ça y est, on a gagné. Non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils s'agitent. Hystériquement, dès les premiers jours contre nous, convaincus qu'ils pourront nous déstabiliser de cette façon-là. Ils ont écrit des tracts. Nous ne les avons pas arrêtés. Ils ont écrit des documents qu'ils ont diffusés, ces éléments contre-révolutionnaires qui, pour les intérêts égoïstes, ont choisi de sacrifier l'éducation des enfants du peuple voltaïque. Pour les intérêts égoïstes, ont choisi de liquider la révolution voltaïque afin de ramener au pouvoir leurs acolytes du CMRPN, ce CMRPN réactionnaire, antipopulaire, anti-travailleur, antidémocratique, dont les voltaïques ne veulent plus entendre parler. Et ces meetings ont été l'occasion de réaffirmer le soutien total du peuple voltaïque au Conseil national de la Révolution et à son programme politique. La démonstration a été donnée très clairement que le peuple a su choisir, le peuple a choisi. Et nous entendons régler les comptes de tous nos ennemis de cette façon-là, de manière populaire. C'est lorsqu'ils nous enferment dans leur logique bourgeoise, lorsqu'ils nous enferment dans leur intellectualisme bourgeois, qu'ils réduisent le poids de notre soutien, parce qu'ils savent
que la plupart des voltaïques sont analphabètes. Parce qu'ils savent que leur politique est essentiellement obscurantiste. Et plus il y aura de la lumière en Volta, plus ils seront malheureux. Nous les avons compris, nous les avons démasqués, et tous les problèmes qui se poseront à nous, désormais nous les amènerons sur la place publique. Vous savez, la réaction agit de manière cachotière. La réaction aime les intrigues, les tractations. La réaction aime tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est ombrageux et flou. La réaction aime les détours, les contours. Elle n'aime pas les lignes droites. Merci. Je vous prie de continuer d'être indulgent comme vous l'avez déjà été en venant ici. J'aurais voulu répondre à toutes vos questions, mais le temps ne nous permet pas de le faire. Mais je lis aussi dans votre désir à vous poser des questions et à vous informer le souci d'avoir, à partir de la source, l'information exacte. Ceci est tout à votre honneur et je vous dirais que ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir à Ouagadougou avec nous pour que nous continuions ce débat. J'allais dire, cette causerie. Venez à nous. Si vous venez à Ouagadougou, non seulement vous nous entendrez, mais mieux, vous verrez. Et nous devons dire comme conclusion partielle, car en fait on ne conclut jamais les débats sur l'avenir d'un peuple. Il n'y a pas de conclusion. Nous devons dire comme conclusion partielle que la Haute-Volta nouvelle, qui s'est engagée dans la révolution, est une Haute-Volta résolument responsable, qui choque peut-être, en ce sens qu'il y a là un langage nouveau. Alors, Abanda Kwama, président du Maniden, la révolution s'est-elle arrêtée? Je suis ému de voir comme ça Thomas Sankara s'exprimer avec autant de brio. Je signale que aussi bien Thomas Sankara que Blaise Compaoré ont été formés à l'école militaire interarmes du Cameroun. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, les Camerounais ont pris, peut-être inconsciemment, une part active à la révolution sankariste. Il y a eu des festivités toute cette semaine. Hein. Bon, au Cameroun, pas au Burkina. Je crois que il était difficile, dans le contexte qui était celui de l'époque, que Sankara mène son œuvre jusqu'au bout. Il faut peut-être rappeler le contexte. Nous sommes en 1981, lorsque M. Mitterrand est élu président de la France. Et pour beaucoup d'Africains, nous avons un président socialiste, progressiste, et donc ça donne du baume au cœur des Africains. Et ces jeunes officiers de l'armée burkinabé pensent que le moment est venu de mettre à terre la dictature en Haute-Volta. Et c'est comme ça donc un groupe de 4, mais ils étaient plus nombreux, mais il y avait 4 leaders, Sankara, Compaoré, Lingani et Zongo, vont faire un coup d'État et proclamer la révolution. Oui. Et donc, mais curieusement, Sankara... curieusement les premières mesures prises par Sankara, son verbe flamboyant et l'afflux de la jeunesse africaine à Ouagadougou pour essayer de contempler cette expérience et la transporter ailleurs, ont créé la panique dans les rangs des dictateurs francophiles, et notamment du plus célèbre d'entre eux, qui était Houphouët-Boigny, qui, avec la complicité donc du président de la France-Afrique, là vous répondez à la question qui a tué, ont décidé donc de mettre un terme à cette aventure-là. Donc la responsabilité de la disparition de Sankara est celle du président de la France-Afrique
et de son acolyte de toujours, Houphouët-Boigny, qui ont donc permis que, à peine 4 ans après le début de l'expérience, puisque l'arrivée au pouvoir de Sankara date de 83, et c'est en 87 qu'il est lâchement assassiné avec une vingtaine de ses compagnons. Vous verrez que par la suite, celui à qui on donne le rôle d'exécuteur de la basse besogne est devenu pratiquement l'homme fort de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Attendez, vous parlez de qui là? Tout le monde l'aura compris. Docteur Basiliki. Je voudrais rebondir sur les mots du président Abanda Pama pour déplorer le fait que malheureusement en francophonie, c'est ceux qui ont plus on a des mains sales et rouges de sang, plus on est monté en piédestal. N'est-ce pas? Avant qu'il meure, M. Yadema était devenu pratiquement le médiateur universel en Afrique. Et tout le monde sait qu'il a tué de sa main le président dont il a pris la place. Et le personnage que Abanda Pama a évoqué tout à l'heure a fait pratiquement la même chose. Apparemment, vous évitez de prononcer le nom du personnage. Et aujourd'hui, c'est lui qui gère pratiquement la CEDEAO en attendant que M. Ouattara s'asseye convenablement et puisse prendre les rênes du pouvoir. En tout cas, la question qui a tué Sankara, 25 ans après, le mystère demeure. Il y a un début de réponse là. Mais ici, sur la chaîne panafricaine, vous savez, la vérité, c'est vrai, n'a pas de prix, mais en réalité, la vérité et la lumière doivent briller aujourd'hui au sein du peuple, des peuples d'Afrique, comme elle brille partout ailleurs. Alors, Raphaël Baling, on quitte cette actualité avec vous. Vous allez aussi jouer sur... Non, je ne vais pas jouer, je vais tout simplement mettre des coordonnées et que les uns et les autres puissent trouver des solutions. Parce que, voyez-vous, de tout temps, l'Occident, et en l'occurrence la France, on va encore le dire, la France n'a jamais voulu qu'un chef d'État patriote, nationaliste, dirige un État. Alors, le jeune Sankara, le jeune président de la haute autorité de l'époque, arrive avec un discours tout à fait différent. Et dans ce cas, c'est le président Mitterrand qui trouve cela irrévérencieux et trouve que ce bonhomme, il n'est pas docile. Et puis, bon, voyez-vous, à l'époque, c'était le président Houphouët qui coordonnait carrément l'Afrique de l'Ouest. Donc on dit même toute l'Afrique francophone. Et alors, pour renverser ou bien pour mettre ou à le démettre un chef d'État de ce côté de l'Afrique, on passait forcément par lui et l'exécution a été immédiatement faite. Donc je dis aujourd'hui que l'on se pose encore des questions qui a tué Sankara et tout. Donc moi je voudrais ici dit que sans embâche que... Vous savez, il y a des étudiants, des élèves, des jeunes qui n'étaient pas encore nés justement, donc, en Afrique ou dans le monde en principe et qui aujourd'hui se posent ces questions. Et voilà. Donc, pour finir, pour chuter, c'est que le président Sankara, il est parti avec ses relents nationalistes et panafricanistes et celui qui vient tout juste après lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, tous on sait quelle est la rectification de la révolution. Ah, la rectification de la révolution. Docteur Basiliki. On va aller au Mali. On va aller au Mali. Au Mali, en réalité, le pays se trouve dans l'attente de l'intervention d'une force militaire dans le nord du pays. Et cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté une résolution. On va d'abord au Mali. On va suivre ce que l'Assemblée nationale du Mali, Assemblée de transition bien évidemment, a adopté cette semaine comme résolution. Pour cette séance plénière de l'Assemblée nationale, 6 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Mais c'est par la lecture d'une résolution sur la crise institutionnelle et sécuritaire au Mali qu'a débuté cette session. Les messages à travers cette résolution sont un peu plus clairs. L'Assemblée nationale du Mali, après en avoir délibéré, réaffirme son attachement total à l'intégrité et l'indivisibilité du territoire du Mali, au caractère laïque de la République et à la souveraineté nationale appartenant au peuple et à lui seul. Condamne les graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international,
commises au nord du pays par les rebelles armés, les groupes terroristes et d'autres groupes islamistes extrémistes. Salue l'initiative du président de la République par intérim, son Excellence le professeur Diongounda Traoré, d'avoir sollicité en accord avec les forces armées du Mali et le gouvernement de transition l'appui de la CEDEAO et de la communauté internationale pour la récupération du nord du pays. Exhorte l'ensemble de la classe politique et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser et soutenir les forces armées, les autorités de transition et accompagner les efforts de la communauté internationale en vue de la réalisation des objectifs essentiels de la transition, à savoir la libération des régions nord du Mali et l'organisation d'élections libres, crédibles et apaisées dans les meilleurs délais. Après amendement et discussion, cette résolution a été adoptée à l'unanimité par 116 voix pour, 0 contre, 0 abstention et 0 non-votants. En deuxième lieu, le projet de loi portant prorogation du mandat des conseillers nationaux a été discuté et pour cause, vu les événements du 22 mars 2012, le processus de renouvellement du mandat des conseillers nationaux a expiré depuis avril 2012. Le Haut Conseil ne peut donc mener aucune activité. Il apparaît donc nécessaire de protéger le mandat des conseillers nationaux. Ce projet de loi a été amendé et adopté par 113 voix pour, 0 contre, 0 abstention et 0 non-votant. Dans le cadre de l'éducation, le projet de loi portant création de l'école normale supérieure, celui relatif à la création de l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Kakibougou et celui concernant la création de l'école nationale d'ingénieurs, Abdraman Babatouré, ont été discutés, amendés pour crédibiliser notre enseignement supérieur. En troisième lieu, ces trois projets de loi ont été discutés, amendés et adoptés par 117 voix pour, 0 contre, 0 abstention et 28. Alors, Abanda Pama, vous intervenez. Il y a trois axes pour cette situation au Mali. Le premier axe, c'est cette session de l'Assemblée nationale. Résolution adoptée, on va vers une force qui va déloger les islamistes du Chebab et AQMI et tout le reste. Oui, bon, je pense que l'Assemblée nationale malienne fait son travail, mais elle n'a pas les moyens de ses prétentions. Le problème malien, on l'a dit et redit, je pense même sur ce plateau, oui. C'est la conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Et donc, les Occidentaux qui ont décidé de fractionner la Libye ont certainement prévu qu'il y aurait aussi un fractionnement du Mali, sachant la faiblesse de l'armée malienne, surtout sous Amadou Toumani Touré, dont on nous révèle aujourd'hui qu'il avait mis en place un des systèmes les plus corrompus du continent. Et donc, c'est bien que l'Assemblée statue, mais le Mali ne pourra véritablement se relever et recouvrer son intégrité territoriale que si il y a effectivement une prise de conscience de tous les pays de la sous-région et en particulier de l'Algérie et la mise en place d'une véritable force de reconquête, mais qui doit être, à mon avis, couplée à un dialogue politique réel. Parce que le problème des Touaregs, par exemple, qui se pose au Mali depuis 3 décennies, n'avait trouvé un début de solution qu'avec le concours de Kadhafi, qui, voyant très bien que c'était un groupe dont les ambitions d'autonomie n'étaient pas satisfaites dans le cadre du Mali, avait préféré momentanément les rapprocher de lui en leur donnant un cadre de vie qui pouvait permettre que le Mali règle les problèmes essentiels de son autonomie et après s'attaque à ce problème. Aujourd'hui, donc, on voit très bien que ça risque d'être un peu complexe, d'autant plus qu'entre-temps, les terroristes, et AQMI en particulier, s'est mêlé à la danse. Et donc, ça risque pas d'être facile. Alors, peut-être qu'une résolution de l'Organisation des Nations Unies va aider dans cette affaire.
Docteur Basilikine, on va d'abord aller prendre cet élément, ce reportage, et vous allez commenter certainement. Peut-être à Bandapama, Raphaël Baling, une résolution de l'Organisation des Nations Unies, résolution qui est en cours, pourra aider dans cette situation pour régler ce conflit, en réalité, qui pourrait entamer toute la région. On va d'abord voir ce reportage. À quand une intervention militaire au Mali? Paris l'espère, dans quelques semaines. Les experts la situent pas avant le printemps 2013. Une première résolution de l'ONU sur le principe a été votée le 12 octobre. Le Mali et la CEDEAO ont 45 jours pour en dessiner les contours avant un second texte onusien. Mais pas sûr que ce délai soit respecté. La reconquête du Nord Mali suppose certaines conditions. Nous devons mettre ce temps à profit pour amener les mouvements armés maliens à rentrer pour parler de paix avec le gouvernement de transition, de manière à ce que nous puissions symboliquement au moins réunifier le pays et régler les causes profondes de cette crise à répétition qui a entraîné la rébellion. Il nous restera ensuite à parler de la lutte efficace contre le terrorisme et les groupes extrémistes qui se sont installés dans la région. Là, il me semble que les forces de la CEDEAO, si l'objectif est très précis, pourront être à même, avec la résolution du Conseil de sécurité, d'éradiquer ce phénomène. Le 19 octobre, une réunion entre l'Union africaine, la CEDEAO et les partenaires onusiens est prévue. Le même jour, doit se tenir à Alger la première session Alger-États-Unis. La médiation burkinabé n'y voit pas de doublon, elle parle même de complémentarité. L'Algérie est un acteur régional extrêmement important dans cette crise malienne. Les États-Unis s'intéressent, et c'est de leur plein droit, à ce qui se passe dans cette partie du monde, qui est des concertations bilatérales pour régler le problème. À mon avis, nous devrions plutôt nous en réjouir. Quand on écoute attentivement et la France, et la CEDEAO, et l'Algérie, et les États-Unis, parlent à peu près de la même chose, c'est-à-dire essayer de régler par le dialogue ce qui est possible de régler, en particulier la rébellion armée malienne qui est faite sur des bases identitaires avec des revendications à caractère identitaire. Nous essayerons de régler ces problèmes par le dialogue de manière à promouvoir la bonne gouvernance au Mali et à réunifier le Mali, à réconcilier les Maliens. Maintenant, les groupes terroristes, les groupes qui se sont infiltrés, qui ont même peut-être récupéré une partie de cette lutte, qui ont même, j'allais dire, mis dehors les initiateurs du projet d'indépendance, ces groupes terroristes-là sont une menace pour la paix au Mali et pour la paix dans la sous-région. Jusqu'à présent, deux axes semblaient se dégager. Alger-Washington, favorable aux négociations, et Paris-Bamako-Yamoussoukro via la CEDEAO, partisan d'une force militaire. À l'approche d'une visite d'État du président français en Algérie, Alger semble fléchir sa position. Les deux parties se rallient à une approche globale, négociation et intervention. Principal point d'achoppement tout de même, le dialogue avec Ansardine, une piste sérieuse pour Alger mais risquée pour Paris et la CEDEAO. Ce que nous attendons d'eux et ce que nous exigeons, c'est qu'ils coupent tout lien opérationnel avec les groupes extrémistes. Et là, je pense que le message a été bien entendu. Nous n'accepterons de négocier avec Ansardine que lorsque, clairement, il se sera démarqué du terrorisme et de l'extrémisme. Qui va financer la force militaire? Quel pays enverront des soldats? Peut-on faire confiance à l'armée du Mali? Faut-il se contenter de 3300 hommes en soutien aux soldats maliens sur 8000 km²? Les réponses à toutes ces questions restent encore trop imprécises. Alors, docteur Basilikine, question cruciale pour tous les Africains. La résolution, pas avant le printemps 2013, c'est ce qui est dit. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, le problème du Mali est un véritable casse-tête. D'abord pour les Maliens, c'est malheureux que leur pays soit divisé en deux. Et ensuite pour les Français, parce que le Mali, on ne le dit pas assez, c'est beaucoup d'uranium, c'est du pétrole. Et l'Algérie est vraiment incontournable. Et comme on sait, la France n'a jamais fait de cadeau à l'Algérie. Et il va falloir négocier très serré. Parce que
puisqu'on parle de francophonie aujourd'hui, vous savez que l'Algérie a déjà déclaré l'anglais comme deuxième langue nationale après l'arabe. Donc les Algériens, ils savent qu'ils n'attendent rien des Français et ils ne leur feront pas de cadeaux. Et délivrer le nord du Mali, réunifier le Mali dans la situation où il était antérieurement, c'est mettre à la disposition de la France toutes les richesses de cette région, et je suis sûr que l'Algérie va hésiter. Deuxièmement, j'ai une observation, c'est que quand on vient dans un pays comme la Libye, qu'on le saccage, qu'on massacre les dirigeants, et qu'on laisse toute une armée, une des mieux armées d'Afrique, on la laisse dans la nature comme ça, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et comme par essence, les pays francophones n'ont pas de véritable armée, on a vu l'armée de Mobutu, on a vu l'armée de... avant Gbagbo, et avec Gbagbo, l'armée légale s'effondrait comme un château de cartes. Donc on sait que les francophones n'ont pas d'armée capable d'aller de faire face à ceux qui occupent aujourd'hui le nord Mali. Donc M. Hollande, on lui souhaite beaucoup de plaisir parce qu'il est obligé d'aller négocier avec l'Algérie. L'Algérie, oui. Et je suis certain que cette fois-là, l'Algérie va essayer de rattraper un peu de la dette coloniale de France. C'est vous qui le dites. En tout cas, Raphaël Baling, Madame Nalimi Zouma, elle est la présidente de l'Union africaine, la présidente de la commission. Elle a pris fonction cette semaine. Elle a pris aussi position dans cette affaire. Justement, elle s'inquiète par rapport à tout ce qui peut se passer en termes de déstabilisation de cette sous-région. Mais beaucoup plus intéressant, c'est que Madame Zouma a été installée officiellement cette semaine dans ses fonctions. La prise de fonction, ça s'est passé avec Monsieur Jean Ping. Lui, il est le sortant de la commission de l'Union africaine. On suit ce reportage et on en dit un mot. Elle est la première femme à occuper ce poste. La Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma a été officiellement investie présidente de la Commission de l'Union africaine lundi. Élue en juillet dernier, elle remplace le Gabonais Jean Ping à la tête de l'organisation panafricaine depuis 2008. Dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, où siège l'organe exécutif de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma a promis loyauté et discrétion dans l'exercice de ses fonctions. Elle s'est fendue d'un discours panafricain appelant à l'unité du continent. Nous sommes une force formidable si nous sommes unis. Si nous sommes divisés, nous sommes très faibles. Personne ne peut nous ignorer si nous sommes unis. Ex-femme du président Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma a occupé pendant 10 ans le portefeuille des affaires étrangères de l'Afrique du Sud avant de devenir ministre de l'Intérieur en 2009. Elle a été élue à la tête de l'UA face à son rival Jean Ping après plus de 6 mois de bataille diplomatique. Une bataille qui opposait Afrique francophone et anglophone. Réputée pour son sérieux et son nationalisme africain, Dlamini-Zuma suscite aujourd'hui beaucoup d'espoir parmi la majorité des 53 pays membres de l'organisation. Même si certains États ne nourrissent que peu d'illusions sur sa capacité à secouer la grosse machine intergouvernementale de l'UA, brillant souvent par ses absences, ses compromis discutables ou son financement aléatoire. Aujourd'hui, je cède la place à une grande dame du continent, une consoeur éminente, que les hautes fonctions qu'elle a occupées et le parcours impressionnant dont elle peut se prévaloir ont tout naturellement préparé à cette lourde mission, mais ô combien motivante, charge. Je suis convaincu que les affaires de la Commission seront en de bonnes mains. Parmi les défis qui attendent Dlamini-Zuma, le rétablissement de l'unité d'une organisation fragilisée par des luttes internes. La Sud-Africaine devra surtout trouver les moyens de gérer les nombreuses crises qui secouent le continent, le Mali bien sûr, mais aussi l'Est de la République démocratique du Congo ou encore les différends entre Soudan et Soudan du Sud. L'an dernier, l'institution panafricaine a fait l'objet de vives critiques, accusée d'inertie face à la guerre libyenne et à la crise post-électorale ivoirienne. Alors, Madame Zouma aura-t-elle les moyens? Elle dit elle-même l'Afrique est une force si l'Afrique reste unie. Mais on relève les divisions, les querelles internes
les francophones contre les autres. Alors, question, Raphaël Baling. Oui, je dis c'est une grande première et moi je félicite déjà cette grande dame africaine. Et elle est anglophone, ce qui est aussi une bonne chose parce que nous avons vu les limites du francophone, du gabonais Jean Ping, avec la gestion des crises ivoiriennes et la crise libyenne. Moi je me dis c'est une femme déjà et elle est francophone dessus quoi, anglophone je voudrais dire, je vous en prie, dessus quoi. Donc je me dis avec toutes ces qualités ou alors tous ces facteurs réunis, peut-être on pourra avoir une nouvelle Afrique, une nouvelle façon de manager l'Union africaine qui, aujourd'hui, ma foi, est une coquille vide. Docteur Basiliki. Oui, moi je crois que nous devrions nous réjouir d'avoir du sang neuf parce que l'Afrique du Sud, qui est nouvellement devenue véritablement africaine, parce que pendant la période de l'apartheid, l'Afrique du Sud, c'était ailleurs. Maintenant qu'ils sont revenus avec nous, je crois que c'est une bonne chose de goûter un peu de leur expérience et de leur savoir-faire. Et le fait que ce soit une dame, à mon avis, augure de bonnes choses. Alors, Abanda Kwama, le président du Manidem, panafricaniste jusqu'au bout des ongles, vous avez souri, vous avez dit que Mme Zuma parle comme vous, comme Sankara tout à l'heure. Oui, je souscris déjà à tout ce que mes prédécesseurs ont dit, à ce que Baling a dit. Et je dis que Nkosazana Dlamini Zuma, c'est comme ça qu'on prononce son nom, est une chance pour l'Afrique. C'est une combattante, et c'est une femme d'expérience, c'est une femme de tête, c'est une femme de caractère. Et les objectifs qu'elle s'est fixés, elle peut les avoir parce que déjà elle sort d'un pays qui est la première puissance économique et le premier contributeur à l'Union africaine. Et je pense que son arrivée va permettre à d'autres États qui regardaient M. Ping d'un regard suspect, avec raison, va convaincre ces pays-là de participer davantage sur le plan financier et matériel à la résolution des crises et surtout au renforcement de l'unité africaine préalable pour que l'Afrique devienne une véritable puissance. Puisque pour Raphaël Baling, c'est une coquille vide. Pour ce sont ses mots. C'est la vérité. Ce sont ces mots. Il y a un président africain, en réalité, qui a reçu une balle. Il a été pratiquement fragilisé dans sa trajectoire. C'est Mohamed Ould Abdelaziz, le président de Mauritanie, c'était samedi dernier. Aujourd'hui, il soulève la population, il rassure qu'en réalité il n'est pas en danger, mais on doit préciser qu'il a été évacué. On va suivre cet élément et voir ce qui s'est passé ou ce qui se dit. Mohamed Ould Abdelaziz rassure ses concitoyens sur son état de santé après avoir été victime d'un tir par balle samedi. Le chef de l'État mauritanien a tout de suite été opéré, selon ses dires, avec succès à Nouakchott, la capitale. Avant d'être transféré dans un hôpital parisien pour des soins complémentaires dimanche, le président s'est adressé aux Mauritaniens par le biais de la télévision nationale. Je veux tranquilliser tous les citoyens mauritaniens. Je les rassure que l'opération que j'ai subie hier soir a été un succès grâce à l'efficacité de l'équipe médicale. Je veux les rassurer sur ma santé après cet incident, commis par erreur par une unité de l'armée sur une piste non goudronnée dans les environs de la localité de Touaïla. À Nouakchott, des informations non confirmées de médias privés affirmaient qu'il aurait été touché au bras et ou à l'abdomen. La thèse officielle d'une erreur de tir militaire suscite néanmoins beaucoup de questions. En effet, Mohamed Ould Abdelaziz est menacé de mort par l'organisation terroriste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui l'accuse de mener pour la France une guerre par procuration contre ses anciens combattants. La Mauritanie a mené en 2010 et 2011 des opérations militaires contre AQMI dans le nord du Mali, zone frontalière avec la Mauritanie tombée il y a plus de 6 mois aux mains de divers groupes armés et aujourd'hui totalement contrôlée par des organisations islamistes dont AQMI. A noter que le président Aziz a affirmé que son pays ne participerait pas à la préparation d'une opération militaire ouest-africaine soutenue par l'ONU pour reconquérir le nord du Mali avec des troupes au sol.
Alors, le président Mohamed Abdelaziz serait-il coupable de son refus de participer à une force d'intervention au Mali? Moi, cette affaire de la Mauritanie est vraiment surprenante. Généralement, en Afrique, il n'y a pas de coup d'État et on déclare un coup d'État. Voilà quelqu'un qui a été blessé par balle et il s'est dépêché de dire à ses concitoyens, c'est par accident que j'ai été blessé, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une attaque de ATMI. C'est ce que j'ai vu à la télévision française. Et vous vous dites? Et moi, je me dis, c'est un peu bizarre quand même que ça arrive à ce moment-ci. Et effectivement, la Mauritanie a été au premier rang contre ATMI. Il n'est pas exclu que ce soit une mesure de rétorsion directe ou moins directe de cette prise de position. Et je crois que M. Ould Abdelaziz a beaucoup de travail à faire s'il n'en échappe. Alors, il a rassuré, on l'a suivi, on vient aussi de le suivre là, que c'était une erreur. Peut-être c'est une manière de parler en chef d'État, en vrai diplomate. Et dans cette diplomatie, aux États-Unis, c'était le second débat télévisé, un débat qui a soulevé beaucoup de passion cette semaine aux États-Unis. D'ailleurs, les deux candidats sont repartis en campagne aussitôt le débat terminé. Et Barack Obama est sorti de sa réserve pour cette seconde fois. On va suivre cet élément. Beaucoup se disent d'ailleurs que Barack Obama est en pole position pour devenir le président des États-Unis. Ce n'est pas une campagne, mais on suit d'abord cet élément. Barack Obama est enfin passé à l'offensive face à Mitt Romney. Très attendu après un premier débat décevant il y a 2 semaines, le président américain sortant s'est montré nettement plus incisif la nuit dernière lors du second débat avec son rival républicain. Les deux candidats à la présidentielle se sont affrontés pied à pied sur tous les sujets avec des échanges très vifs, notamment sur la politique étrangère, la politique énergétique et l'économie. Si je deviens président, je remettrai l'Amérique au travail. Je nous mettrai sur la voie d'un budget équilibré. Le président ne l'a pas fait, je le ferai. Je ferai en sorte de réformer l'assurance maladie et la sécurité sociale afin que nous puissions les préserver pour les générations futures. Le président a dit qu'il le ferait, il ne l'a pas fait. J'augmenterai nos revenus et j'ai montré que je pouvais faire tout cela lorsque j'ai servi comme gouverneur. Il y a une vision fondamentalement différente dans la manière de faire avancer notre pays. Je crois que le gouverneur Romney est une bonne personne, il aime sa famille, il se préoccupe de sa foi, mais je crois aussi que lorsqu'il a dit à huis clos que 47% des gens de ce pays se considéraient eux-mêmes comme des victimes, qu'il refusait toute responsabilité personnelle, il aurait dû penser à qui il s'adressait. D'après les tout premiers sondages des chaînes américaines, Barack Obama a remporté cette deuxième manche. Le troisième débat lundi prochain s'annonce palpitant avant le scrutin décisif du 6 novembre qui désignera le locataire de la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Alors, troisième débat demain, lundi. Mais ce débat, déjà le second, il a montré un Barack Obama très en verbe à Bandapama. Bon, c'est ce qu'on appelle démocratie aux États-Unis. Mais il s'agit véritablement d'un show. Je crois que d'un show, un show télévisé. je crois que. Donc pour vous, il n'y a pas de démocratie. La présidence d'Obama a clairement indiqué qu'il n'y a véritablement pas de différence entre les politiques démocrates et républicaines. Je crois qu'il y a des nuances, mais si Obama est battu, il devra au fait qu'il a promis le changement. Et il s'est aligné sur la politique de son prédécesseur, même le retrait des troupes d'Afghanistan, le refus de la guerre, il n'a pas été capable de le faire. On n'a rien vu sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient, et notamment par rapport à la question centrale qui génère le terrorisme mondial, qui est la question palestinienne. Je ne parle pas de l'Afrique qui a été complètement absente de ses préoccupations. À l'intérieur, il y a une timide réforme sur la sécurité de la santé, sécurité sociale. Donc, moi, je dis que, bon, les débats télévisés, si c'est pour voir qui parle bien, qui est beau, qui est grand, qui est joli, ça peut intéresser quelques gens. Mais dans le fond, on constate qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux camps. Il n'y a pas de différence entre les deux camps, docteur Vassiliki. Je souscris un peu à ce que dit
président Abanda Kwama. Cependant, je dois reconnaître que nous sommes aux États-Unis, et aux États-Unis, la plupart du temps, les présidents passent leurs premières 4 années à s'organiser pour être réélus pour une deuxième fois, et c'est cette fois-là qu'ils s'expriment réellement. En politique internationale, M. Obama n'avait pas beaucoup de moyens de passer outre à toutes les décisions de très graves conséquences que M. Bush avait prises avant lui. Mais au plan intérieur, à mon avis, M. Obama montrait quelque chose de fondamental. C'est que dans un système quelque égalitaire qu'il soit, tout le monde ne peut pas réussir d'égale façon. Quoi que vous fassiez, il y aura des plus brillants qui vont s'en sortir et il y aura ceux qui vont les laisser pour compte. Et M. Obama a mis de ce point de vue-là le doigt sur la plaie américaine, qui est que ceux qui s'en sortent ont tout, et ceux qui ne s'en sortent pas vivent dans la misère. Et vraiment, avec cette réforme sur la santé, sur l'assurance maladie, je crois qu'il a pris un premier point, et que pendant ce deuxième mandat, il va sûrement approfondir cet aspect des choses. Et pour ce qui concerne le Moyen-Orient, vous savez, le lobby juif est tel, d'ailleurs, vous avez vu l'attitude que le Premier ministre d'Israël a avec lui, un peu hautain, un peu condescendant, parce que le lobby juif, on ne sait pas comment, est tellement puissant aux États-Unis que vous ne pouvez pas être élu contre eux. Donc, je crois que s'il est réélu, le second mandat sera mieux. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, honnêtement, j'ai tellement espéré quand M. Mitterrand a été élu président qu'aujourd'hui j'ai compris qu'il n'y a que les Africains pour faire le bonheur de l'Afrique. Il n'y a que les Africains pour faire le bonheur de leur vie ou de leur continent. Et je vais vous proposer, d'ailleurs, c'est des valeurs, on n'a pas eu à les passer cette semaine. La semaine prochaine, on va y revenir. Juste un élément pour montrer un peu que les Africains pensent et créent en réalité, et qu'ils doivent créer par la formation et l'éducation. Cet élément, nous ne l'aurons pas aujourd'hui. On va revenir dans le cadre de l'éducation. D'ailleurs, il y a en Afrique les rentrées académiques qui se poursuivent. Docteur Basilikine Raphaël Baling Abanda Kwama, merci d'être venu pour ce dimanche. Dimanche prochain sera un autre rendez-vous et nous allons toujours être au rendez-vous avec plaisir pour commenter et débattre de l'actualité et des valeurs africaines. C'était la première édition du débat panafricain. Madame, Monsieur, bon dimanche et à dimanche prochain pour la seconde.